Bonjour, le Média l'INSI fêtera bientôt ses 10 ans. 10 ans d'observation, des profondes transformations au sein de vos organisations. Mais aujourd'hui, c'est le moment de nous fixer une ambition encore plus forte. Le contexte actuel de multicrise nous questionne et nous motive tous à œuvrer en faveur d'un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui peuvent agir et qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, ancien d'Epita, cofondateur d'Artful, racheté par Claranet, où il évolue depuis 15 ans. Il est patron de la France de Claranet, Olivier Baudet. Bonjour. Bonjour. Merci Olivier d'avoir accepté de jouer le jeu de cet entretien. À travers une série de questions, on va en savoir un peu plus sur ton parcours. On va découvrir ton regard sur le numérique. Mais avant, quelques mots sur Claranet. Alors, Claranet, c'est une société de services autour des métiers de l'hébergement, de l'infogérance, d'applications critiques. On accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. On est aujourd'hui 3000 à travers le groupe, présents dans 10 pays, et la France a un poids particulier puisqu'on est 1000 personnes en France. Donc, et puis une boîte qui a racheté pas mal d'entreprises récemment. Oui, c'est en fait une fédération d'entrepreneurs, parce que dans mon comité de direction aujourd'hui, j'ai une majorité de gens qui sont créateurs d'entreprises et qui ont rejoint l'aventure Claranet, comme moi d'ailleurs. Donc effectivement, on a cet esprit d'entrepreneur malgré notre taille maintenant et notre âge. On est toujours dans cet état d'esprit très entrepreneurial. Ouais. Super, je te propose, je t'embarque. Ça marche. Alors, ces premiers pas dans le numérique, c'était quoi le déclencheur, le déclic pour toi ? Moi, le déclencheur pour moi, c'était un prof de maths en 3e qui m'a invité à ses cours d'informatique du soir. J'y connaissais rien et je suis tombé dans le ZX80 de Sinclair, voilà, et j'ai pas arrêté depuis. Études d'ingénieur, hein, tu m'as dit ? Études d'ingénieur, oui, j'ai fait une étude d'ingénieur Epita il y a fort longtemps. Intelligence artificielle, déjà à l'époque. Allez, je te propose, règle du jeu, 1 à 5. 3. 3. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours ? Justement, c'est être un petit peu moins ingénieur peut-être, c'est d'être en capacité de prendre des décisions avant d'être 100% certain que c'est la bonne décision à prendre. C'est-à-dire qu'une intuition éclairée, parfois, c'est suffisant et ça permet de prendre des décisions dans le bon timing. Alors, tu côtoies effectivement beaucoup d'éditeurs du ciel. Ce syndrome de l'ingénieur par rapport à ces fleurons industriels français, enfin, on dit toujours qu'il y a peu de boîtes internationales aujourd'hui en France, vraiment. Oui, alors ça participe de ce syndrome-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on a une base d'ingénieurs d'extrêmement bonne qualité en France. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux s'exportent. Mais on a ce syndrome d'ingénieur qui va aller jusqu'au bout. Il faut que ce soit parfait avant qu'on le montre. Alors qu'effectivement... on connaît des produits moins bons et qui se développent. Exactement. Une première version enthousiasmante, ça suffit largement. On n'est pas obligé d'attendre la perfection avant de faire voir ce qu'on a fait. Ouais. Allez, on poursuit. 1 à 5. Alors, 1. Le mentor, le coach qui t'a le plus inspiré dans ton parcours ? Je pense que c'est un prof à l'ESCP, où j'ai fait un MBA à l'ESCP bien après l'EPITA. Et j'ai eu comme prof Isaac Getz, qui était prof de management et d'innovation. Et chacun de ses cours, de ses interventions, c'était extrêmement inspirant, captivant. Donc tu as eu la chance de le voir en cours, parce qu'effectivement, c'est un conférencier qui est assez réputé. Oui, c'était des moments très intéressants. Ouais. Allez, on poursuit. 1 à 5. Il reste encore quelques-uns sur la gauche. 2. Allez. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours ? Le plus fier, alors, ce qui me donne de la satisfaction en tout cas, c'est de voir que j'ai recruté des gens à la sortie de leur école d'ingénieur ou de leur université il y a plus de 20 ans. Et qui sont toujours avec moi, qui ont toujours envie de travailler avec moi, ils me font toujours confiance, et moi je leur fais toujours confiance évidemment, mais ça me donne beaucoup de fidélité. Voilà. Ouais, pour toi une vraie fierté. Ouais. Petite question comme ça surprise, j'en ai quelques-unes dans le placard, je t'avais dit. Quel regard tu portes sur l'échec ? Sur l'échec, ça fait partie du parcours, je pense que l'échec il doit être... ça peut paraître bateau comme réponse, mais pour autant c'est très très vrai. Une fois qu'on a intégré ce truc-là, qu'un échec c'est juste un incident de parcours et c'est une impasse dans laquelle il faut sortir vite pour reprendre le chemin. Il n'y a pas de... Voilà, je vis bien avec l'échec. J'en ai plein dans mes tiroirs. Allez, je vais te dire 3. Une urgence. Une urgence. Alors, si on reste, il y a des urgences partout, climatiques, énergétiques, etc. Mais si on reste dans notre périmètre du numérique, je dirais que c'est la sécurisation de nos vies numériques. Et que ce soit à titre individuel ou au niveau des sociétés, je pense qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas encore suffisante. L'urgence, elle est là. Sécurisons nos vies numériques. Alors, je vais faire le lien avec une question qui n'a pas été affichée encore, mais faut-il se méfier de la place du numérique dans nos vies ? Et tu fais le lien avec ce sujet-là quand même. Oui, alors évidemment, je pense qu'il faut s'en méfier. Autant le numérique est un outil, une aide, une transformation, un facilitateur incroyable,
Mais ça vient aussi avec ses risques, et ce risque, il est effectivement, autour de la sécurisation de sa vie numérique, c'est clair qu'on n'y est pas là. On n'y est pas, il faut accélérer là-dessus. Point de vigilance, on a parlé de la vie privée, mais les boîtes aujourd'hui sont largement en dessous des enjeux de prise de conscience. Très clairement. Alors on voit quand même, ça et là, qu'il y a des prises de conscience qui se font et des niveaux de maturité qui s'améliorent, mais je pense que le risque principal pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui, il est numérique. Sur ce sujet, notre ministre disait que la météo n'était pas bonne. Non, je pense que la météo n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'en fait, on le voit bien, le nombre, en quantité, en qualité, en sophistication, les cyberattaques se multiplient à une vitesse incroyable, et le niveau de réponse est très en retard et très ralenti même par rapport à cette sophistication qu'on voit de la part des attaquants. Donc on a aujourd'hui un retard considérable et il continue jour après jour à s'agrandir. Allez, on va poursuivre. On vient de passer 10 ans. C'est quoi ce qui a le plus marqué cette industrie sur ces 10 dernières années, selon toi ? Alors, ça dépend de comment on regarde les choses. Moi, dans mon écosystème à moi, je pense que de façon claire, c'est l'avènement des clouds publics qui a disrupté les usages au niveau data center, hébergement, serveur. Donc ça, c'est clair. Au niveau du grand public, je mettrais plutôt les moyens de paiement. Apple Pay et consorts. Aujourd'hui, on est en capacité de faire des virements, des transactions, des paiements avec son téléphone, etc. On peut prendre le métro. Je pense que ça, c'est quand même une révolution d'usage pour les usagers. Après, il y a quand même un troisième fait majeur qui a marqué l'industrie du numérique, à moins que ce soit l'industrie du numérique qui a marqué le fait majeur, mais c'est l'explosion du télétravail. Là, depuis 2 ans et demi, 3 ans, on voit bien qu'effectivement, le monde a changé et que le numérique y contribue largement. Ouais. Allez, 1 à 5. Allez, 1. Une technologie qui va tout bousculer. Je suis très mauvais en prédiction de technologie, je me plante à chaque fois. Il y a 15 ans, je pensais que les imprimantes 3D allaient révolutionner notre quotidien. Donc, je sais pas. Je pense quand même que le smartphone est en train de devenir l'épicentre de la vie de tout le monde. Et on a là maintenant bientôt son identité qui va même être carrément certifiée par son smartphone. Donc je pense qu'on n'a pas fini de voir les usages de ces smartphones. Et puis il y a quand même quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment et qui est assez moqué, c'est le métaverse, mais je pense que ça peut aussi, mine de rien, avoir des implications qu'on n'a pas encore complètement anticipées, notamment dans la partie éducation. Je pense qu'il y a des applications, des usages qui sont encore complètement insoupçonnés. Ta vision du futur du travail, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, alors je pense qu'effectivement, là, on a vécu une période. Alors, est-ce que c'est un changement de trajectoire ou une accélération d'une trajectoire qui était déjà initiée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui que les coutumes de travail sont très différentes de celles de pré-Covid il y a 3 ans. Donc, on est dans une hybridation complète. Le lieu de travail n'a plus vraiment de sens. Chacun choisit son lieu de travail. Et puis, on voit aussi avec les nouvelles générations des aspirations différentes, des équilibres de vie pro-perso qui sont gérés avec une échelle différente. Je pense que ma génération, on avait ce souhait aussi d'équilibre vie pro-vie perso, mais on le regardait sur l'année. C'est-à-dire qu'on était capable de travailler très tard, le week-end, etc. Mais il fallait sacraliser quelques semaines de vacances. Là, aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est cet équilibre vie pro-vie perso, il est sur une temporalité de la journée ou de la semaine. C'est complètement différent. C'est-à-dire que, donc, où ça va, je ne sais pas, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui va... Là, cette frontière entre la vie pro et la vie perso est en train de disparaître, pour le meilleur ou pour le pire. On poursuit. On présentera bientôt une sélection de personnalités qui inspirent, qui donnent du sens au numérique. Quelle est la personnalité que tu as envie de nous suggérer ? Il y en a plein, mais j'ai une personnalité. Alors, j'ai fait de l'intelligence artificielle quand j'étais jeune et je trouve qu'une des inventions qui a donné du sens à cette intelligence artificielle, c'est tout ce qui... Siri, Alexa, etc. Elle a mis en main de tout le monde d'ailleurs. Exactement, c'est-à-dire que du coup, on donne accès à tout le monde, une interface la plus simple du monde, puisqu'il suffit de parler à un objet pour qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Donc je dirais Luc Julia, qui est co-créateur de Siri, la technologie qui a été ensuite rachetée par Apple. Je pense que ça, c'est quand même une évolution incroyable du numérique. On n'a plus besoin de clavier, plus besoin de son doigt, on parle. Et enfin, un Français l'a récupéré parce qu'il est chez Renault maintenant. Très bien. Après avoir bossé dans plein de boîtes internationales. On arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans ? Bon anniversaire, évidemment, pour commencer. Et puis un grand bravo et un grand merci, parce qu'en 10 ans, il y a eu beaucoup de chemin parcouru quand même. Et puis 10 ans, c'est rien finalement, c'est le tout début, mais bravo et merci. En tout cas, tout petit observateur d'une industrie qui va quand même très vite. Et qui bouge tout, sans cesse. Et pour conclure, le mot de la fin, est-ce que ce numérique, il est vraiment forever pour toi ? Dans ma vie au quotidien, ça c'est sûr. Après, je n'ai jamais fait que ça, donc je pense que si, je pense que c'est forever. Ouais. Merci Olivier. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, découvrez l'ensemble de ces parcours portraits de patrons et managers de la tech sur le site aliency.fr. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau portrait et puis pour les 10 ans d'Aliency. Merci.
Merci.